Ici on est dans le massif de la Clappe. Le massif de la Clappe, c'est un petit massif qui se trouve sur le littoral languedocien entre Narbonne et la mer. Sa particularité, c'est que c'est une ancienne île. Du fait que c'est une île, elle a un biotope un peu particulier, en tout cas qui lui est propre. Elle a des particularités climatiques aussi, c'est un des endroits les plus secs en Languedoc et en France. Et c'est un massif qui culmine à 214 mètres en haut du rocher qui est derrière moi, qui est le coffre de Pêcheredon. Donc ici on est sur la parcelle, la plus grande parcelle de Pêcheredon, qui est une parcelle de Syrah qui fait 3 hectares, que j'ai plantée en 89. Donc il y a 30 ans cette année. La particularité, c'est que c'est la plus grande parcelle de Pêcheredon et pourtant elle est limitée à 3 hectares. C'est un peu la volonté sur la propriété d'essayer d'intégrer au maximum le vignoble dans le paysage de la Clappe, de façon à avoir vraiment une participation de la biodiversité au maximum, c'est-à-dire d'avoir des parcelles disséminées dans la garrigue plutôt que d'avoir un vignoble d'ensemble. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vignerons qui se posent la question de passer en biologique, mais il y a déjà un engagement en mesure agro-environnementale qui est assez important, que ce soit sur l'abandon du désherbage au profit du labour, que ce soit on a réussi à mettre en place la confusion sexuelle sur l'ensemble du territoire. Donc ça fait quand même beaucoup d'engagement collectif. Et si on prend sur l'ensemble de l'appellation aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus qu'une vingtaine de pourcents qui est vraiment en conventionnel traditionnel. La Clappe a toujours eu la réputation d'être le secteur le plus sec du Languedoc, ça c'est prouvé par les statistiques. Mais on va dire que jusqu'à la fin des années 90, on était dans des pluviométries qui restaient acceptables pour cultiver de la vigne. Depuis le début des années 2000, le climat s'est sérieusement durci, donc il y a des déficits hydriques qui sont quasi annuels. L'INRA, qui a un domaine expérimental dans la Clappe, nous dit qu'on est en sécheresse chronique depuis 2000. Et donc il y a eu deux impacts majeurs. La première, un vignoble qui s'est retrouvé assez rapidement en difficulté d'un point de vue hydrique, donc des baisses de rendement, et une augmentation assez sensible du degré alcoolique, dû aux températures, mais aussi aux faibles pluviométries, et donc avec des rendements en jus qui étaient relativement faibles. L'évolution, elle est facile à interpréter. On a des chiffres très précis depuis 30-40 ans dans la Clappe. On a une pluviométrie qui est, on ne peut pas dire véritablement en grande baisse, mais avec une très mauvaise répartition sur l'année. Donc ça a une incidence directe sur le vignoble. Après, on le voit, nous, sur les dates de récolte. Sur un même cépage, aujourd'hui, on arrive à avoir des dates de maturité qui ont pratiquement un mois d'avance, notamment sur des cépages tardifs comme Mourvèdre, Bourboulin, un cépage emblématique de la Clappe en blanc, où moi, à Pêcheredon, en 30 ans, on a gagné 2 degrés en vendangeant 4 semaines plus tôt. Qu'est-ce que ça serait si je vendangeais à la même date? Un degré moyen alcoolique dans la Clappe qui a grimpé pratiquement de 1,5. Il faut savoir que quand la Clappe était AOC Languedoc ou quand la Clappe était VDQS, le degré minimum pour récolter, on l'avait mis à 11,5. Parce qu'il y avait des fois, on se demandait si on allait y arriver. Aujourd'hui, on se demande comment ne pas arriver jusqu'à 15. Donc il y a vraiment une évolution de la maturité, une évolution des rendements. Les rendements, c'est pas compliqué, ils ont été impactés de l'ordre de 30% en 20 ans. Donc on touche là aussi à un problème tout simplement économique, c'est comment on peut pérenniser un vignoble quand on arrive à ces rendements-là, en sachant que la valorisation bouteille c'est une chose, mais on ne peut pas augmenter le prix de la bouteille de 10% tous les ans, quoi. Tous les gens qui ont souhaité participer au GI2E, qui est une structure à part du syndicat de la Clappe,
L'objectif, c'était pas de rendre obligatoire l'adhésion au GI2E, mais vraiment d'avoir des gens qui voulaient s'engager là-dedans parce qu'ils estimaient qu'il y avait un travail à faire. Donc il y a effectivement ceux qui ont la possibilité d'irriguer, qui sont aujourd'hui dans une logique comment mieux irriguer, quels sont les outils qu'on a à notre disposition déjà pour la prise de décision d'irrigation. Il y a un volet, on va dire, plus administratif, c'est que dans le cadre d'une AOC, on est obligé de faire l'irrigation est soumise à déclaration et à contrôle. Et donc pour nous, c'était important d'avoir, à travers ce travail du GI2E, un certain nombre d'outils qui servaient de prise de décision, mais aussi qui nous servaient à nous de présenter des dossiers à l'INAO en disant, ben voilà, on a les preuves aujourd'hui techniques qu'il faut enclencher l'irrigation. Donc ça, c'était le côté pour ceux qui avaient l'eau. Et ceux qui ne l'ont pas, qui souhaitent l'avoir ou qui souhaitent trouver des méthodes alternatives, c'était d'ouvrir un certain nombre de réflexions. La première, c'était l'enherbement. Alors, au début, ça peut paraître bizarre de parler enherbement quand on est dans des problèmes hydriques, mais aujourd'hui, tous les essais, tous les travaux qui sont faits autour montrent que la seule façon d'augmenter les réserves en eau d'un sol, c'est quand même l'enherbement. Donc il y a tout un travail à mener là-dessus. On a fait déjà il y a deux réunions là-dessus sur quel type d'enherbement, comment le faire, à quel moment le faire, à quel moment le détruire aussi pour qu'il ne devienne pas un concurrent de la vigne. Parce qu'il y avait aussi une prise de conscience de l'état des sols. Plus il y a des séchements, plus les sols deviennent moins vivants, si ce n'est morts. Et puis, en s'appuyant à la fois sur des expérimentations de différents domaines qui avaient fait des travaux de chacun de leur côté, et aussi de travaux, notamment de travaux qui avaient été menés ici à Pêche-Redon. On avait adhéré au projet Resolve, qui était un projet européen inscrit essentiellement autour de la Méditerranée sur les capacités des sols à se régénérer, dans la mesure où l'influence, l'évolution climatique avait un effet sur la dégradation des sols, qui avait un effet direct sur la dégradation du vignoble, ou du moins la perte de vigueur, et derrière, qui a enchaîné la perte de récolte, etc., etc. Le projet du GI2E, là où il est vraiment cohérent, c'est qu'on n'aura pas une solution miracle. On sait déjà aujourd'hui que même l'irrigation ne sera pas une solution miracle. Ça sera une somme de petites solutions qui nous permettra de maintenir le vignoble en place. Parce qu'au final, le plus important dans tout ça, c'est est-ce qu'on peut maintenir les vignobles qui sont présents aujourd'hui dans la Clappe, et pour les maintenir, ce n'est pas qu'une raison agronomique, c'est une raison économique aussi. C'est dans le cadre Natura 2000, réinstaurer le pastoralisme et l'agropastoralisme dans la Clappe. D'abord parce que historiquement, la Clappe, chaque domaine a une bergerie. On sait qu'avant-guerre, il y avait à peu près 6000 brebis dans la Clappe. Donc c'était faire revenir, pour des raisons de biodiversité, de biotope, d'entretien contre les incendies, d'ouverture de milieux, etc. Et aussi de dire, on fait revenir l'agropastoralisme parce que ça va de pair avec un enherbement. Et est-ce qu'il n'y a pas une solution à prendre là-dedans, dans l'enrichissement des sols, dans l'entretien des sols, en se disant, on peut faire aussi derrière des économies d'échelle, en disant, on fait repartir l'enherbement naturel, on le contrôle par le troupeau pendant tout l'hiver, on a un apport d'engrais naturel, on réenclenche un travail naturel du sol, et on lève le pied sur les labours, puisque aujourd'hui, labourer des sols qui sont déjà déshydratés, ce n'est pas vraiment une solution. Il y a vraiment un apport qui est considérable, parce que tout simplement, quand vous arrivez, que vous voyez un troupeau dans la garrigue de la Clappe au milieu des vignes, ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi on l'a arrêté. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a un impact sur les sols? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que moi, sur certaines parcelles où je les ai fait forcer, j'ai vu un impact sur les analyses de sol qui fait qu'on peut se passer d'un apport, peut-être pas tous les ans, mais on peut commencer à lever le pied sur les apports. Et à partir du moment où on lève le pied sur les apports d'engrais, c'est toujours bien. Peut-être pas pour celui qui les vend, mais pour celui qui les utilise, oui. On sait
autour d'un troupeau, il y a forcément une population d'insectes qui est beaucoup plus importante. Donc ça a un impact, on le sait, sur les oiseaux. On sait que donc du coup, on a une biodiversité au niveau des insectes qui est un petit peu plus marquée. Après, c'est tout jeune. Sur 5 ans, on ne peut pas dire qu'on va inverser le cours des choses. Ce qu'on constate, c'est que partout où on a mis ce projet en place, on a la sensation, alors des fois c'est difficile à quantifier, il faudra qu'on avance un peu plus d'un point de vue scientifique, mais on a une sensation d'une reprise de vie, quoi, dans l'expression même de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a un truc, par exemple, moi je travaille avec 4 apiculteurs sur Pêche-Redon parce qu'on est en bio depuis plus de 15 ans, donc on a très peu d'impact sur les abeilles, on est en confusion sexuelle depuis longtemps, on n'a pas utilisé un insecticide depuis 20 ans. L'évolution climatique faisait que, par exemple, les romarins avaient beaucoup de mal à se régénérer, donc très peu de floraison, donc très peu de miel. La seule façon de régénérer un romarin, tous ceux qui en ont dans leur jardin ils le savent, c'est de le tailler. Tailler les romarins de la garrigue, c'est juste impossible. Un troupeau, il le fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu aussi que la brebis ne mange pas la même chose suivant l'heure de la journée, parce que c'est directement lié à son système digestif, et qu'à un moment donné, elle a besoin de choses un peu plus fermes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va les pousser dans les garrigues à romarins, et elles vont étêter les romarins, parce qu'elles vont aller chercher à jeunes pousses. Et les apiculteurs ont constaté qu'on avait une reprise de floraison qui était bien meilleure, et tout simplement parce qu'ils voyaient qu'ils avaient plus de miel. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est pour ça que c'est difficile de dire, c'est pas une recette miracle. Mais nous, au quotidien, on voit l'impact. Il y a un facteur qui est primordial, c'est le facteur psychologique. D'abord, c'est accepter de cultiver la vigne autrement. Donc ça, c'est du coup affronter aussi le regard des autres. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Une belle vigne, c'est une vigne propre. Donc ça, c'est déjà un premier barrage à passer. La deuxième chose, moi, à titre personnel, c'est que je suis parti d'un principe, j'ai toujours eu un peu de mal à accepter qu'un végétal qui a 2 cm racine puisse se devenir un concurrent d'un végétal qui a 5 ou 6 mètres racine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les mêmes horizons de sol. Alors effectivement, si j'avais 50 cm d'herbe au mois de juillet et qui tombe 10 mm, là c'est sûr c'est l'herbe qui en profiterait et pas les vignes. Or c'est pas le cas. Pour une simple raison, c'est que j'ai jamais vu une herbe pousser au mois de juin dans la clappe. Donc le climat règle ça tout seul. Le temps est compté, donc on n'a plus le temps de s'amuser à faire des expérimentations sur 200 pieds, vinifier 100 bonbonnes dans un laboratoire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit en essai sur le terrain. Donc moi, j'ai planté 2 vignes pour les vinifier dans des conditions normales de vinification. Aujourd'hui, vu l'évolution climatique qu'on a, vu les données qu'on a, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on travaille aussi avec une équipe de chercheurs qui nous donne un certain nombre de données climatiques, que ce soit la pluviométrie, les températures, mais aussi l'évapotranspiration et toutes ces choses-là, font qu'on va inévitablement vers une évolution climatique dans la clappe qui va nous rapprocher plutôt d'un climat du sud Méditerranée. Donc l'idée, en tout cas c'est la mienne, c'est se dire sud Méditerranée, on a quoi? On a le sud d'Espagne, on a le sud de l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, la Grèce. C'est des climats plus chauds, plus secs que nous, déjà, depuis longtemps. Et malgré tout, ils cultivent la vigne et ils font du vin. Donc pourquoi ne pas aller voir ce qu'ils utilisent comme matériel végétal et pourquoi ne pas commencer à faire des essais sur ces cépages-là pour voir si, il y a adaptation sur notre climat et sur nos sols, et ensuite voir si, d'un point de vue organoleptique, ils arrivent à s'insérer dans l'image des vins de la clappe et dans la qualité des vins produits. Moi, je serais vraiment content si un jour l'ensemble de la clappe
travaillent en agriculture biologique et appréhender le problème de l'évolution climatique par le bon côté et trouver certaines solutions qui leur permettent de pérenniser leurs entreprises et derrière tout ça, arriver à quand même produire des vins de grande qualité parce que la finalité de tout ça, c'est de faire une belle bouteille.